Salut, je m'appelle Vanessa Pilon et je vous souhaite la bienvenue à l'École de la vie. Un endroit, mais pas vraiment un endroit, là, c'est plus comme une émission, un balado, où l'on apprend enfin des choses qui nous sont réellement utiles pour mieux naviguer cette affaire à la fois le fun et bizarre qu'est l'expérience humaine. Bon épisode? Ouais, le bon épisode, je suis pas sûre. Bonjour, mes beaux amours. Peut-être que je brûle des étapes là, en vous appelant mes beaux amours. C'est quand même comme ça que j'appelle ma famille. On n'est peut-être pas rendu là. Peut-être que j'exagère. Peut-être c'est trop de proximité, trop vite. En tout cas, bienvenue à l'École de la vie, aux gens qui revenaient semaine après semaine et aux nouvelles personnes qui se joignent à nous. Enlevez vos bottes, mettez ça dans le bain, mettez votre manteau sur le lit parce que ça part. Pour l'épisode de cette semaine, j'avais envie de plonger dans quelque chose qui me rend vraiment inconfortable. Vous l'avez vu avec le titre de l'épisode, je vais parler de la peur du manque et de mon rapport à l'argent, de notre rapport à l'argent, principalement les femmes. J'avais le goût de parler de ça parce que il s'est passé quelque chose dans ma vie que j'avais le goût de vous partager, qui m'a vraiment déclenchée. Et je me suis dit, si c'est inconfortable, ben c'est probablement une belle invitation pour parler de ça. Il y a probablement d'autres gens qui ressentent les mêmes affaires que moi. Fait que allons-y, je résiste à ce sujet, mais je pense que ça va être important. Je pense que ça va probablement provoquer des discussions et des réflexions. En tout cas, on y va, OK? Alors, dans les épisodes précédents, je me rappelle plus lequel, celui du début d'année, je crois, j'ai partagé le fait qu'en 2023, j'ai vécu de l'instabilité financière en ayant perdu un gros contrat, puis tout ça. Et moi, des fois, je me rends compte que je partage beaucoup avec vulnérabilité derrière ce micro, mais que j'oublie qu'il y a des humains au bout de tout ça qui écoutent le balado. Puis quand je vous rencontre dans la vraie vie après ou que vous me parlez des affaires dont j'ai parlé dans le podcast, des fois, j'étais un peu mal à l'aise. J'ai un petit hangover de vulnérabilité. On dirait que j'ai des petits regrets. Mais en tout cas, il y a eu un message qui est arrivé dans ma boîte Messenger, genre sur Facebook, message personnel de quelqu'un qui m'avait employé l'année dernière pour un contrat. Et là, cette année, ne me réemployait pas. Et la personne dans son message, qui était adorable, soit dit en passant, m'a dit « On va pas retravailler avec toi cette année », puis là, de très beaux mots là, pour dire « C'est pas parce que t'es pas bonne, c'est pas toi, c'est nous ». Mais cette personne a mentionné au passage « J'ai entendu dans ton podcast que tu avais vécu de l'instabilité financière, donc je me sens un peu mal par rapport à ça. » Puis là, j'ai fait « Aïe, 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 les gens qui m'emploient m'entendent dire que financièrement, ça n'a pas été de tout repos l'année passée. » Je me suis sentie vraiment pas bien avec ça, vraiment gênée, un peu honteuse. Puis ça m'a donné des belles opportunités de regarder mon inconfort par rapport au fait de parler d'argent, qui est un sujet vraiment encore tabou, principalement entre les femmes. Je sais que les choses sont en train de changer, la discussion autour de l'argent est de plus en plus présente dans l'espace public, mais n'empêche que c'est un sujet qui, moi, me rend inconfortable. Donc, j'ai envie d'en parler aussi parce que j'ai eu une autre belle occasion dans les derniers jours d'être confrontée à mon rapport à l'argent puis à mes croyances limitantes. Anyway, je vous raconte. La question de l'argent, c'est très présent dans ma vie. Ben, vous direz, c'est présent dans notre société de façon générale. Mais en ce moment, c'est proche de moi parce que vous m'avez entendu dans des épisodes précédents vous parler du fait que je suis dans une démarche pour trouver une façon de monétiser le podcast, une façon qui serait alignée pour moi de continuer à consacrer du temps et de l'énergie à ce projet auquel je crois vraiment très fort parce que je vous entends me dire à quel point c'est transformateur pour vous, que vous appréciez, puis tout ça. Mais là, c'était ça l'affaire, c'est que je mets genre 2 journées et plus par semaine sur le projet. Donc, je cherche une façon de monétiser le podcast. Et là, j'ai fait un sondage que je vous ai lancé à la fin d'un épisode pour savoir, tu sais, ce serait quoi la manière dont vous aimeriez que je monétise le podcast? Qu'est-ce que vous préféreriez? Et là, ma surprise immense a été de constater que la grande majorité d'entre vous préférait recevoir de la pub là, à travers les épisodes plutôt que de vous abonner ou de payer genre 3 $ par mois pour accéder à ce contenu-ci. Et là, moi, ça m'a, ma foi,
déçue. Puis là, je vous pointe pas du doigt, je vous shame pas pantoute. Je comprends parfaitement que ça vous tente pas de vous abonner à une énième affaire, à gérer là, des prélèvements automatiques sur votre carte de crédit. Ça finit plus, là, à m'amener les abonnements à des applications d'astrologie. Puis on en a vraiment beaucoup. Puis je suis all right avec ça, là. Mais tu sais, il y avait juste 8% des gens qui étaient prêtes à payer genre le petit 3 $ par mois. J'étais un peu déçue parce que j'imaginais qu'on allait créer une genre de communauté qui allait faire en sorte que je puisse conserver une liberté au niveau du contenu, que j'allais pas devoir courtiser les marques pour faire du contenu qui leur plaît. Tu sais, que j'allais garder cette espèce de liberté-là, que c'était quelque chose auquel on tenait collectivement, le gang de l'école de la vie, mais ben c'est pas ça qui se passe. Puis là, moi, ça m'a confrontée à mes propres croyances par rapport à est-ce que je mérite de gagner de l'argent avec ce que je fais présentement? Parce que vous m'avez sans doute entendu depuis le début de ce projet-là, je suis un peu gênée, tu sais, c'est fait à la maison, j'ai l'impression que c'est un peu broche à foin, des fois je rush avec le son, c'est pas super scripté, c'est préparé, évidemment, il y a de l'effort, il y a de l'amour qui est mis dans chacun des épisodes, il y a du temps aussi, mais c'est pas, il y a pas une équipe de 6 recherchistes là, qui m'écrit des scripts, ça vient de mon cœur, et moi, trouver qu'il y a une valeur à mon cœur puis que je peux être payée pour ce que j'offre, petite résistance qui est présente. Et dans le fond, la réponse au sondage, ce que vous avez répondu, ça m'a offert un parfait miroir de mes propres croyances, de mes propres résistances par rapport au fait de penser que je mérite d'être payée pour ce que je fais. Et ça m'amène à quelque chose que vous connaissez probablement, mais que je pense que c'est bon de se rappeler des fois, notre cerveau, ce fameux outil fantastique, mais qui parfois nous joue des tours, les fameux biais cognitifs. Tu sais, il y a le biais de négativité, c'est-à-dire qu'on cherche souvent les affaires qui vont pas bien, les affaires négatives, qui font en sorte que vous pouvez avoir 10 beaux commentaires sur vos photos, mais peut-être un commentaire un peu plus négatif, puis c'est à celui-là que vous allez vous accrocher. On a un biais pour remarquer ce qui est un peu plus négatif, pour régler les problèmes. Mais un autre biais aussi qui est très présent et qui, moi, me gosse, c'est le biais de confirmation. C'est-à-dire qu'on va venir confirmer, chercher à confirmer nos croyances. Donc, mettons que moi, je crois que les caniches sont des chiens mesquins et dangereux. Je sais pas pourquoi c'est cet exemple qui est monté. Ah, que c'est random dans ma tête parfois. Donc, moi, je crois que les caniches sont des chiens mesquins et dangereux. Je croise des caniches plusieurs fois par semaine. Et là, j'en croise un qui me jappe après ou grogne après un autre chien. Puis là, je me dis, ah ben oui, les caniches, des chiens mesquins, des chiens dangereux. Fait que là, ça vient appuyer ma croyance, ça vient confirmer ma croyance. J'en ai peut-être vu 4 autres caniches très doux, très sympathique cette semaine-là, mais j'ai retenu le caniche qui vient valider ma croyance, qui vient confirmer ce que je pense. Fait que vous voyez, c'est un peu absurde, mais ça s'applique à tellement de situations dans la vie. Je pense entre autres à mon beau-père qui est débarqué de France il y a pas très longtemps, genre 2 ans, et il est tout de suite allé vivre à l'extérieur de Montréal. Lui, sa connaissance de Montréal passe par les nouvelles. Tu sais, il entend que il y a des meurtres, il y a du gangstérisme, de la violence. Et là, lui, il s'imagine que Montréal, Mondou, tout le monde se promène avec des guns, puis il y a des tirs qui partent à gauche, à droite. Montréal, c'est dangereux. Fait que c'est ça sa croyance. Donc, quand il passe par Montréal, ben, il remarquera pas la personne qui lui ouvre la porte avec un beau sourire gentil dans le visage. Il va remarquer peut-être la personne qui a l'air un peu sketch, laquelle il doit un petit peu se méfier, tu sais. Donc, c'est pour ça que c'est immensément important d'apporter une attention particulière à l'histoire qu'on se raconte, aux histoires qu'on se raconte. Parce que les histoires qu'on se raconte, c'est ce qui va venir façonner notre réalité. Parce que qu'est-ce qu'on va faire avec ces histoires qu'on se raconte, avec nos croyances que l'on porte, qui nous viennent de notre éducation, de notre expérience, de nos petits traumas, grands traumas, de la culture générale dans laquelle on baigne, de ce qui nous a été passé de génération en génération. Ces histoires-là qu'on se raconte, ben on va chercher à venir les confirmer dans notre réalité et c'est ça qui va créer et renforcer encore plus ce qu'on porte en nous, les histoires qu'on se raconte. Fait que je sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà fait, mais de faire un peu l'inventaire de nos croyances, tu sais, les histoires qu'on se raconte dans notre vie, c'est vraiment un bel exercice.
Par exemple, est-ce que vous avez la croyance que les gens sont fondamentalement bons ou que la nature humaine est corrompue? C'est quoi votre croyance par rapport à la nature humaine de façon générale, à notre monde? Est-ce que pour vous, le monde, c'est un endroit dangereux? Ou est-ce que c'est un endroit vraiment bienveillant qui veut votre épanouissement? Est-ce que vos croyances par rapport à la société sont positives ou sont négatives? Moi, je remarque que j'ai beaucoup d'histoires que je me raconte par rapport à la société. Vous m'entendez souvent dire qu'on est dans un monde de ci, puis une société de ça. Mais évidemment, c'est sûr que ce qui va accrocher mon œil quand je lis un article, quand je vois des exemples de la vie de tous les jours, ça va être les choses qui vont venir confirmer mes histoires. Et là, je veux pas tomber dans l'immense cliché de nous sommes créatrices et créateurs de notre vie. C'est vrai, je pense qu'on est créateurs et créatrices de notre vie, mais force est d'admettre que par notre expérience, d'où on arrive, plein de facteurs, de systémisme, d'inégalités, on a des croyances qui nous sont amenées, on a des histoires qu'on porte qui nous limitent dans notre potentiel de création de notre vie. Puis moi, j'y ai fait face il y a quelques jours en me regardant justement comment je créais la réalité autour de moi par rapport à ma croyance de je mérite pas d'être payée pour faire les affaires que je fais. Ça m'amène de façon plus large à regarder les histoires que je me raconte par rapport à cet univers-là dans lequel je plonge en ce moment. Puis là, je vous emmène dans ma tête, OK? Parce que peut-être que vous portez cette croyance-là aussi, mais que vous vous en rendez pas compte, ou peut-être que vous pensez que c'est vous le problème. Mais il y a quelque chose par rapport aux femmes. Vous avez remarqué, j'ai comme pris une voix plus douce, on dirait. Je veux comme peser mes mots. J'ai été invitée sur un podcast il y a quelques semaines pour parler de mon défi sans maquillage. Et là, il y a quelque chose qui est sorti spontanément par rapport à ma perception des autres femmes. J'ai nommé quelque chose qui a rendu la salle très inconfortable. Je me suis rendu compte en le disant. J'ai dit tout haut quelque chose qui me génère beaucoup de honte en moi, mais j'avais envie de le dire parce que c'était la vérité. Pour moi, les autres femmes, je les perçois comme de la compétition. Et c'est pas mon higher self, c'est pas ce que je pense consciemment, là, mettons. Tu sais, si on me demande mes opinions par rapport à la sororité, puis j'ai envie qu'on se soutienne, qu'on s'élève, qu'ensemble, on s'entraide pour prendre notre espace, prendre notre place, que nos voix se mettent à l'unisson pour générer le changement qu'on a envie de voir dans le monde. Mais il y a quelque chose en moi, il y a encore cette croyance-là que les autres femmes sont une potentielle compétition. Puis quand j'ai dit ça, les autres femmes étaient vraiment pas confortables. Et là, j'ai fait « Oups-là! Est-ce que c'est moi qui suis le problème? » Puis là, après l'épisode, après que l'enregistrement a été terminé, tu sais, il y a une des filles qui est venue me voir puis qui m'a dit « Ben, ça me fait vraiment réfléchir. » Puis je suis comme pas prête à entendre ça, mais en même temps, ça fait émerger des affaires. Et je me suis rendu compte en le disant que c'était quelque chose que je pensais qui était une de mes failles, que c'était mon problème individuel. Mais finalement, je me rends compte qu'on est tellement nombreuses à porter cette programmation-là, cette croyance-là que si une obtient quelque chose, ben moi, ça m'enlève autre chose. Puis là, c'est pas une faille qui est fondamentalement féminine, puis c'est ça aussi dans la misogynie internalisée, on se dit ben c'est parce que les femmes on est de même, puis là on se tape dessus, puis on est jalouse, puis tata. Mais ça vient de centaines, sinon de milliers d'années d'oppression qu'on doit se battre pour des places restreintes dans des univers qui sont majoritairement masculins, parfois dans des positions de pouvoir qui ont été détenues par des hommes. Puis on se dit, ben, s'il y a tellement juste des miettes pour les femmes qu'on peut pas se permettre entre nous de s'aider l'une l'autre. Puis là, je me disais, ah, c'est drôle, c'est vraiment juste une croyance que je porte puis que je cherche à valider. Et il y a probablement des exemples de ce genre-là que vous avez dans votre vie de si une femme se distingue davantage ou prend cette place-là, ben ça enlève notre potentiel de pouvoir accéder à cette job-là, à cette
position-là. Et c'est ça qu'on nous a appris en grandissant. Fait que je nous invite à avoir, si vous êtes des femmes, ou en tout cas qui vous identifiez comme femme, d'avoir beaucoup de douceur par rapport à ça parce que c'est facile de se taper dessus puis de penser que c'est un problème individuel alors qu'on est la somme d'une culture, d'une histoire, de relations autour de nous. Fait que de se le rappeler que c'est autour de nous. Et c'est ce qui m'amène à cette fameuse conception de l'argent et au rapport que j'entretiens avec l'argent qui, je pense, est quand même teinté de l'expérience féminine de façon générale. Puis là, vous êtes peut-être bien déclenché par ma manière de parler qui est full pas inclusive. Là, je suis comme les hommes, les femmes, les messieurs d'un bord, les madames de l'autre bord. Mais c'est d'où j'arrive, c'est ça mon histoire personnelle. J'ai des exemples de femmes autour de moi. Moi, je vis une expérience de femme en ce moment. Fait que c'est ça que je peux partager. Et donc, j'émets des généralités, mais qui sont ancrées dans la réalité dont j'ai été témoin puis l'environnement dans lequel j'ai grandi. OK? So bear with me. Il y a un livre vraiment intéressant qui a été écrit qui s'appelle The Soul of Money, c'est Lynn Twist. Et dans ce livre-là, l'auteur parle de la conception un peu plus généralisée qu'ont les hommes par rapport à l'argent et les femmes. Et l'image, je trouve, elle est vraiment parlante. Vous allez voir, ça, on dirait que ça veut tout dire. Les hommes, de façon générale, qui avaient été sondés par rapport à l'argent dans le livre, comparaient l'argent à une rivière, c'est-à-dire quelque chose qui flot constamment, qui coule, donc qu'on n'a pas à retenir, ça entre, ça ressort, puis voilà, ça circule de façon naturelle. Tandis que les femmes utilisaient davantage l'image de l'étang pour parler de l'argent, c'est-à-dire quelque chose, ben vous le voyez, là, l'étang, il y a des limites, c'est pas très grand, ça bouge pas beaucoup et c'est quelque chose qu'on doit essayer de préserver. Et moi, ça me donne tellement de pistes pour comprendre ma lecture par rapport à l'argent. Et j'ai lu un livre il y a genre 1 an et demi qui m'a fâchée et qui m'a complètement bousculée par rapport à l'argent parce que j'étais justement cette personne-là qui disait « Je suis pas bien bonne avec l'argent, moi ça m'intéresse pas tant que ça l'argent, on en a-tu vraiment besoin de l'argent? » J'avais aussi de la difficulté à concilier mon identité un peu plus spirituelle, mon désir d'être dans le service, cette aspiration à l'égalité entre les humains et mon désir de gagner de l'argent. C'était comme tout ça bien conflictuel et j'ai lu un livre, je sais pas comment ça se fait que je suis tombée là-dessus, honnêtement, puis je pourrais pas vous dire si c'est un bon livre ou si je vous le conseille, mais je vais vous le nommer quand même parce que je l'ai lu du début à la fin, puis ça m'a quand même suscité beaucoup d'émotions puis de réactions. Fait que si vous êtes curieuse, lisez-le. Ça s'appelle « We Should All Be Millionaires », puis j'en ai déjà parlé sur un autre podcast. J'oublie le nom de l'auteur, je vais le placer en lien de l'épisode. Dans « We Should All Be Millionaires », il y a des notions vraiment intéressantes par rapport à notre rapport à l'argent, les femmes. Tu sais, rappelons-nous, là, ça fait genre juste depuis les années 60 que c'est commun, que c'est possible d'avoir un compte de banque sans avoir un co-signataire masculin. Fait qu'offrons-nous donc un petit peu de douceur par rapport à ça, l'argent. C'est un peu normal qu'on soit peut-être moins habile avec ce concept-là. Ça fait juste 50 ans qu'on est collectivement les femmes dans le domaine de l'argent. C'est tellement intéressant de penser à ça, de mettre en perspective puis de pas l'individualiser. Tu sais, comme tout à l'heure, quand je disais j'individualisais cette espèce de peur de compétition-là des autres femmes, alors que c'est le fruit d'une expérience collective, bien, c'est un peu la même chose par rapport à l'argent, tu sais, de se dire, les femmes, bien, pourquoi on a ce tabou-là de vouloir gagner de l'argent? Pourquoi est-ce qu'on est gêné? Pourquoi est-ce qu'on se sent inapte, incompétente par rapport à l'argent? Pourquoi on est inconfortable avec le fait de gagner de l'argent, le fait de vouloir de l'argent? Ben, c'est parce que il y a eu des millénaires, il y a un système qui était en place pour nous bloquer l'accès à l'argent. Pas avoir de compte en banque, là, c'est majeur. Ma grand-mère avait pas de compte en banque. Son mari est mort, elle avait rien. C'est nouveau, là, avoir accès à de l'argent, apprendre à le gérer, apprendre à être bien avec ça. Plus tout le message social d'une femme qui s'intéresse à l'argent, qui aime ça, qui en gagne, ben c'est suspicieux, c'est un peu négatif. Le lien entre les femmes et l'argent. C'était pas notre domaine avant. J'ai vu un tweet qui m'a vraiment fait rire. D'ailleurs, je sais même pas si on appelle encore ça tweet, vu que c'est plus Twitter. J'ai vu un
ex, en tout cas, un message, un statut, peu importe comment ça s'appelle, qui disait, tu sais, comment ça se fait que dans le temps de nos grands-parents, les mariages duraient, puis qu'aujourd'hui, tout le monde se divorce, puis qu'on n'est plus ensemble. Et une personne de répondre, c'est parce que les femmes, maintenant, on a le droit d'avoir un compte chèque. Tu sais, là, les gars, ils ont eu des milliers d'années pour catcher la game de l'argent. Là. Nous, ça fait genre un demi-siècle. Puis ça me l'a rappelé la semaine dernière, c'était l'anniversaire de ma grand-mère, la bonne Yvette, le jeune, qui n'est plus jeune du tout. Elle a eu 95 ans, c'était sa fête, puis on l'a amenée au restaurant. La belle Yvette qui a bu son petit verre de Sauvignon blanc. Et là, je regardais ma mère, puis je regardais ma grand-mère, et je me disais, c'est ça, c'est tellement nouveau. Ma grand-mère dépendait d'un homme. Ma mère a dépendu de mon père. Et là, moi, j'essaie de me tracer un chemin qui est tout nouveau. De la même façon que les pères actuellement essaient de bâtir un nouveau modèle dans les familles. On n'a comme pas tant de repères, là. On essaye, on fait du mieux qu'on peut, on fait des erreurs et c'est ça qui se passe en ce moment. Let's figure this shit out. Mais pour revenir au livre We Should All Be Millionaires, j'ai pris conscience en faisant cette lecture-là de plein d'histoires que je me racontais par rapport à l'argent, notamment que je suis pas bonne, mais aussi qu'il faut travailler vraiment fort puis abandonner sa famille pour gagner de l'argent. Il y a cette espèce de sentiment-là de culpabilité, je pense, chez beaucoup de femmes qui sont également mères. Gagner de l'argent égale quitter sa famille égale travailler vraiment fort, être absente du foyer. Puis il y a quelque chose là-dedans pour moi qui est inconfortable parce que je priorise ma famille, je priorise ma relation de couple, je priorise mes amitiés, je priorise l'humain. Fait que là, je me disais, mais je peux pas faire d'argent parce que moi, c'est trop important, ma famille. Fait que c'est vraiment confrontant, c'est vraiment des discours qui vont rendre notre accès à l'abondance financière vraiment plus compliqué. Il y a également la croyance que c'est égoïste de vouloir faire de l'argent, que si on est une, je mets des guillemets là-dessus, bonne personne, ben on devrait pas avoir envie de demander de l'argent. Il y a quelque chose par rapport à la vertu, puis ça c'est directement lié au catholicisme, là, tu sais, de ce vœu de pauvreté-là pour être une personne vertueuse. Fait qu'il y a tellement d'affaires à détricoter de nos histoires qu'on se raconte, les croyances qu'on porte en nous. Et dans le fond, vous vous demandez peut-être, où est-ce qu'elle s'en va avec ses skis? Pilon aujourd'hui avec cet épisode-là. Mais ce que je veux juste vous dire, puis me rappeler, parce que souvent, ce que je veux vous dire, c'est les affaires que j'ai le plus besoin de me rappeler moi-même, c'est d'avoir une bienveillance, de l'autocompassion, pour reprendre les mots de Jadisis, Dr. Jadisis Lefebvre, que j'ai reçu la semaine dernière. Mais c'est ça, d'avoir de la douceur puis de la compassion et de comprendre que c'est pas un problème individuel, que c'est quelque chose de collectif qu'on porte aussi. On n'est pas individuellement brisé. C'est pas juste moi, Vanessa Pilon, qui est pas bonne avec l'argent, moi, Vanessa Pilon, qui a de la misère à accepter de me faire payer pour mes services, moi, Vanessa Pilon, qui a de la misère à établir une certaine valeur à ce que je fais, à pas ressentir de sentiment d'imposteur, moi, qui a de la difficulté à parler d'argent, à être fière d'en gagner. Il y a tout quelque chose de plus grand que nous qu'on porte, c'est quelque chose de collectif et c'est ça un peu une des trappes de l'industrie du développement personnel puis des fois de la spiritualité, c'est qu'on se voit comme des petits projets individuels de constante amélioration de soi, alors qu'on est le fruit d'une collectivité, alors qu'on est le fruit d'une société et on contribue nous-mêmes à la société aussi. Fait que c'est pas des vases clos, ça respire, c'est perméable, puis je pense que c'est comme ça qu'on doit percevoir le développement personnel. Comme même le terme, tu sais, mon palado, il est dans Apple Podcast, il est classé dans le développement personnel, puis ça me gosse parce que je suis comme, mais c'est du développement personnel au service du collectif, c'est au service de tout le monde, parce que moi, d'aller détricoter mes affaires, là, de même, là, mes croyances, les histoires que je me raconte par rapport à l'argent, par rapport à la compétition entre les femmes, si je détricote ça en moi, c'est
pour servir différemment le collectif. Puis ce que je détricote en moi, c'est pas des failles, c'est pas Vanessa Pilon qui est fondamentalement brisée, qui est sortie du ventre de sa mère avec des défauts de fabrication, c'est qu'on porte quelque chose de collectif auquel on contribue. Puis c'est ça pour moi l'école de la vie, c'est comment est-ce que le développement personnel peut être au service du collectif. Je le dis, je le redis, je tape sur le clou, mais c'est parce que on peut pas se libérer, s'épanouir tout seul dans une petite pièce fermée. On fait partie du monde, puis on doit faire ça ensemble. On doit ouvrir ces discussions-là collectives. Et je pense que c'est en se détachant tranquillement de la honte qu'on porte par rapport à certaines croyances limitantes, à certaines choses comme ça qu'on n'est pas fier de porter. Tu sais, si on commence à les nommer, puis à s'en décharger, puis à les détricoter ensemble, je pense que c'est là que la transformation profonde s'opère. Et c'est mon moteur aujourd'hui pour vous parler de toutes ces affaires-là que je trouve bien laides, que je juge beaucoup. J'ai envie de vous en parler aujourd'hui parce que je sens que ça contribue à qu'on détricote ça ensemble, puis qu'on crée un nouveau narratif, puis une nouvelle réalité autour de nous. Fait que les histoires que je me raconte, c'est probablement des histoires qu'on se raconte et donc qu'on confirme en créant cette réalité-là, puis en restant dans ce loop-là de restrictions par rapport à l'argent, de compétition entre nous. Puis si on veut vraiment s'élever les unes les autres, si on veut changer le paradigme de notre société, si on veut avoir une relation plus harmonieuse avec la nature, si on veut un monde plus égalitaire, ben il faut que tout ça, ça se passe collectivement. Donc on dirait que je suis en train de vous redire pourquoi je fais l'école de la vie, mais des fois c'est bon de se le rappeler pour les gens qui viennent de se joindre à nous ou des gens que ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas entendu ce qui m'anime, ce pourquoi j'ai fait tout ça. Et ça me fait penser à une croyance, encore une fois, que je porte par rapport à la société, qu'on vit dans un monde d'hyper-individualisation. C'est probablement la réalité dont vous êtes aussi témoin de votre côté, tu sais. Et j'ai entendu quelque chose de la part de Gabor Maté, que vous connaissez sans doute, qui a écrit entre autres The Myth of Normal avec son fils. Il a écrit quelque chose par rapport à la nature humaine et je l'ai entendu le dire cette semaine, puis ça a comme tellement landé, là, puis c'est complètement lié à ce dont je suis en train de vous parler. Tu sais, cette croyance-là que l'hyper-individualisation, la compétition entre nous, la recherche de toujours plus, l'insatiabilité, toutes ces affaires-là que moi, je suis personnellement un petit peu fatiguée de voir. Ben, je porte la croyance que c'est un peu la nature humaine. Tu sais, je me dis des fois, ben, on est fait de même, les humains, qu'est-ce que tu veux? Tu sais, s'il y a de l'argent, ben, il va y avoir de l'avarice qui va se manifester, puis là, on va chercher à toujours prendre plus, puis à bâtir de la compétition déloyale, puis tout le monde a essayé de tirer son épingle du jeu, tu sais. Et là, j'entendais Gabor Maté parler de la nature humaine, des histoires qu'on se raconte par rapport à la nature humaine. De se dire que l'humain, justement, est de cette façon-là, agit de telle manière présentement, un peu de façon, justement, hyper individualiste. Et là, de se dire, mais si on pense que ça, c'est la nature humaine, on fait vraiment fausse route parce que et là, il comparait ça à des animaux dans un zoo. Tu sais, mettons que tu vois, je sais pas moi, disons un ours là, qui, chaque matin, à 8 heures, parce qu'il a appris que c'est l'heure du repas, puis que la petite grille s'ouvre, puis en tout cas que la nourriture arrive, mais c'est à 8 heures, il commence à taper sa grille du zoo pour avoir son lunch. Ben, on va pas se dire « Ah, c'est la nature inhérente de l'ours, c'est la manière dont les ours se comportent. » Non, on va dire « C'est un comportement appris dans un contexte qui est celui du zoo. » Et c'est un peu ça aussi avec les humains présentement, l'hyper-individualisation dont on est témoin, notre façon de nous comporter en ce moment, c'est pas ça la nature humaine, c'est le fruit, le résultat d'une culture, d'une société, d'une façon de fonctionner qui nous pousse à être hyper individualiste. Fait que c'est notre réaction, notre comportement par rapport à cette société-là dans laquelle on évolue présentement. Donc, je pense pas que les humains, on est fondamentalement hyper individualistes et en compétition les uns contre les autres, les unes contre les autres.
c'est ça le monde dans lequel on est en ce moment. Donc, on essaye de survivre dans ce monde-là qui est compliqué à naviguer. Donc, je pense profondément que l'hyper-individualisme dont on parle beaucoup, on peut transformer le narratif, on peut transformer ça. Et j'y crois vraiment, vraiment beaucoup. Et c'est pour ça que je retourne semaine après semaine derrière ce micro. Et là, j'en suis à une nouvelle étape dont j'avais envie de vous parler. En fait, je suis vraiment, vraiment excitée de vous en parler. Mais avant, je vais vous mettre en contexte et vous raconter comment tout ça s'est passé. Ça fait quelques mois que je pense, et vous m'écrivez souvent pour me demander ce genre d'affaires-là, je pense créer un genre d'événement en ligne, un contenu en ligne sur un sujet donné. Là, je veux pas lancer un programme, moi ça m'angoisse. Je veux conserver ma liberté, je veux que vous conserviez la vôtre, j'ai pas envie de cette relation-là d'attachement, en tout cas... J'avais envie de créer du contenu, comme je le fais présentement avec le balado, mais de façon un petit peu plus structurée sur un sujet donné, avec des exercices et tout ça, tu sais, comme concrètement appliquer les choses dont je parle dans l'école de la vie. Fait que là, ça, c'est une idée qui germe, qui est en gestation dans mon utérus de créativité. Et là, il y a quelques jours, je suis allée prendre un café avec une connaissance qui vit à Sutton, qui œuvre un peu dans cet espace-là. Puis là, elle me parlait de ses projets actuellement, puis ce qu'elle est en train de créer, elle, de son côté. Et là, elle me parlait de ce qu'elle s'apprêtait à faire. Et là, je l'écoutais me parler. Et je me disais... Shit, c'est la même affaire que ce que moi j'ai envie de faire. Et là, ma première réaction, parce que vous connaissez maintenant mes croyances que je porte et que je suis en train de détricoter, là, je me suis dit, ben ça y est, elle est en train de créer la compétition. Shit, il n'y a pas assez de place pour 2 genres de plateformes de ce type-là. On va se cannibaliser. Et là c'est parti, là, ça spinait dans ma tête. Puis je continuais à sourire en prenant ce café. Mais il y avait une petite panique en moi, tu sais. Puis là, je me suis écoutée avec de l'autocompassion pendant qu'on continuait à discuter. Puis là, à force de parler avec elle, je me suis dit, ben, je vais juste le nommer, je vais le dire. Je me sens comme menacée par le fait que tu veuilles faire la même affaire que moi. Et là, une super belle discussion s'en est suivie. Et ce qu'on a réalisé, c'est que, ouais, on avait envie de participer à la même chose. On portait la même vision, ou en tout cas une vision qui est similaire, qui est complémentaire, et que plutôt que de partir dans nos chemins, dans ce qu'on a appris, dans ce qu'on nous a montré, dans ce qu'on nous a enseigné, mais si on traçait un nouveau chemin, puis de se dire, OK, mais mettons que au lieu de se voir comme il y en a pas assez pour tout le monde, est-ce qu'on peut travailler ensemble pour que mon lancement de ce que j'ai envie de faire, puis ce qu'elle a envie de faire aussi, on puisse s'élever entre nous, puis de profondément croire que c'est possible de faire ça. Et là est née l'idée de se joindre ensemble pour lancer cet atelier-là unique. Ce petit quickie-là dont j'ai très, très hâte de vous parler. OK, je vais juste vous le dire comment ça s'appelle parce que j'aime trop le nom. Ça s'appelle Le Champ des possibles. Ça va être extraordinaire. J'ai des frissons. C'est tellement, tellement beau. Puis en tout cas, ça m'amène, OK, à un sujet complémentaire à tout ce dont je suis en train de vous parler. Je suis présentement à une formation sur l'entrepreneuriat en ligne. Et là, je regardais toutes les tactiques qu'on me conseillait pour vendre. Je me suis rendu compte que j'avais vraiment un profond malaise avec ces tactiques-là de marketing. Et je dis pas que le marketing, c'est mal, c'est nécessaire, ça marche, mais il y a quelque chose en moi qui est comme en dissonance parce que je suis là à vous parler, de justement la peur du manque, puis je vois comment le marketing capitalise sur notre peur du manque, puis il y a quelque chose en moi qui est gêné. J'ai pas envie de contribuer à ça. Tu sais, vous le voyez parfois, là, j'en reçois là, moi, des invitations à des programmes, à des affaires, puis tu sais, même des collections de vêtements, des affaires qui sont lancées en ligne, puis là, comme avec le décompte, place limitée, attention, c'est seulement ouvert pour 12 places, ça arrête telle date. En tout cas, tu sais, on capitalise sur notre FOMO, notre fear of missing out, le sentiment d'urgence, la peur du manque, justement. Puis là, moi, j'ai pas envie de vendre comme ça. En tout cas, j'ai pas tout à fait encore figuré comment j'allais promouvoir cet atelier-là. J'ai envie qu'il y ait des gens qui participent. J'ai envie de créer du mouvement, de partager ces connaissances-là. Je sais que c'est bon, que c'est riche, que c'est précieux, qu'est-ce qu'on va offrir, mais je veux pas participer
Je veux pas capitaliser sur la peur du manque, sur cette culture-là en ce moment, sur notre faille de cerveau humain dont je vous ai parlé il y a 2 épisodes. J'ai envie de le faire d'une autre manière. Et je me demande aussi, est-ce que c'est parce que, justement, j'ai peur de demander de l'argent pour quelque chose, que j'ai peur de promouvoir l'affaire extraordinairement le fun que je suis en train de créer? J'ai pas cette réponse-là. Je suis encore dans des grandes questions. Mais ce que je sais, c'est que ça va être vraiment bon et que si vous avez envie, si ça pique votre intérêt, ben allez vous inscrire à l'infolettre. Ça va être en lien dans la description de l'épisode, peu importe la plateforme où vous écoutez l'École de la vie. Et d'ici là, je vous remercie de prendre ce temps-là dans vos semaines, dans vos journées occupées. Et j'espère bien humblement qu'on contribue ensemble par notre épanouissement personnel à voir fleurir un nouveau collectif. OK, bye! Wow, vous êtes encore là! Soit que vous tripez ou sinon ça veut dire que vous vous êtes endormi, mais dans tous les cas, laissez-moi vous dire merci aux gens qui sont encore à l'écoute, qui se sont rendus jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à vous inscrire à mon infolettre pour être au courant de tout ce qui s'en vient pour le balado, mais aussi pour le fameux projet Pissenlit. Le lien pour s'inscrire à l'infolettre va être dans les notes de l'émission. Et évidemment, n'hésitez pas à commenter le podcast parce que j'aime ça, mettre une belle petite note et le partager parce que ça contribue à faire rayonner tout ça de façon naturelle et vraie. Et surtout, merci d'avoir répondu présent à cette invitation que je vous fais chaque semaine avec l'École de la vie. Vous n'aurez peut-être pas de diplôme là, en écoutant ces épisodes de balado, mais je vous garantis qu'il y a tranquillement quelque chose en vous qui fleurit. C'est beau, hein? Mais que c'est beau.